Bonsoir à tous. Église du Monde porte son attention sur la Grèce, un pays qui fait moins la une de l'actualité ces derniers temps, mais dont la situation reste fragile. Si l'économie grecque est stabilisée, la population est éprouvée par 8 années de récession. Le taux de chômage a baissé, mais il reste à des niveaux élevés, 23,4% en 2016, le double chez les jeunes. Et les revenus des retraités ont été divisés par 2 depuis 2009. Autre difficulté, la Grèce a fait face ces dernières années à des arrivées massives de migrants. On se souvient de la visite du pape François sur l'île grecque de Lesbos le 16 avril 2016 pour y rencontrer des réfugiés. Alors comment les Grecs vivent cette situation? Quelle solidarité aussi envers les plus fragiles? Éclairage enfin dans cette émission sur les défis qui touchent l'Église en particulier orthodoxe. Une Église autocéphale. Pour parler de tous ces points, j'ai la joie d'accueillir le Père Christophe Dalloisio. Père, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints le temps de cette émission. Vous êtes venu de Bruxelles. Alors vous êtes belge, vous êtes d'origine italienne et grecque par votre mère. Vous êtes prêtre de l'Église orthodoxe, docteur en théologie à l'Université catholique de Louvain. Docteur de l'Université catholique de Louvain, également inspecteur de l'éducation nationale belge. Alors, vous avez des origines grecques, je le disais. Quel regard vous portez sur la crise qui touche ce pays? Le regard de quelqu'un, évidemment, qui a des racines là-bas et qui a encore beaucoup de familles là-bas. Et je sais par ma famille et mes amis que les choses continuent d'être très difficiles aujourd'hui. Notamment, je dirais qu'on a une espèce de sentiment de culture de désespérance, presque, ou plutôt de manque de confiance vis-à-vis des structures d'État et des structures économiques. Les gens vivent très difficilement, les familles sont très éprouvées dans leur quotidien, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, et il y a, à travers toute cette remise en question de ce qui était stable dans la vie, de ce qui était vraiment des certitudes, on voit, en tout cas chez pas mal de personnes que je connais, une remise en question véritablement existentielle, une sorte de questionnement sur le sens de la vie et sur le sens de la vie de famille, la vie en société. Il y a eu aussi et comme vous le mentionniez aussi, bien entendu, la rencontre avec l'altérité avec les migrants est aussi quelque chose qui interpelle, je pense, les Grecs, le peuple grec, dans son être profond. Et qui a réveillé dans ce peuple éprouvé un véritable sentiment de générosité qui est présent depuis des temps immémoriaux, depuis la Grèce antique, mais qui certainement est alimenté aussi par la tradition de l'Évangile et de la foi chrétienne. D'accord, une réalité encore vécue aujourd'hui malgré les difficultés propres aux Grecs eux-mêmes. Vous avez le sentiment, vous évoquiez cette crise existentielle peut-être que traversent les Grecs. Finalement, on parle de cette crise économique qui a évidemment englué le pays et qui a touché les plus fragiles en particulier. Est-ce que c'est aussi une crise des Grecs eux-mêmes finalement? Est-ce qu'au-delà de l'aspect économique, il y a toute une remise en question? On a parlé, nous, dans de précédentes éditions, d'une crise finalement qui avait aussi des ressorts culturels. Ce n'était pas uniquement des mécanismes purement économiques. Oui. Mais est-ce qu'on peut dissocier de toute manière l'économie de la culture au sens le plus noble et profond du terme? Certainement pas. Donc quand on traverse ce type de difficultés, d'épreuves comme la société grecque aujourd'hui, depuis maintenant une grosse dizaine d'années, bien entendu, on est remis en question aussi dans ses certitudes culturelles, dans ses modes d'être, dans ses représentations. Et dans la vie publique grecque, il y a vraiment toute une série de domaines qui sont de gros points d'interrogation. L'éducation, la santé, la culture, ces choses qui sont si évidentes qu'on en oublie presque qu'il s'agit d'un véritable projet de société. Qu'un système éducatif, c'est un projet de société qui doit à la fois traduire les espérances et donc tout l'héritage qu'un peuple a derrière lui. Tout ça est aujourd'hui bouleversé d'une certaine manière. Les remises en question. Remis en question, mais peut-être aussi pour le meilleur. Je parlais tout à l'heure, et peut-être que c'est une expression un peu sévère, de
culture de désespérance, mais on voit aussi dans le désespoir de véritables éclairs d'espérance jaillir chez beaucoup de personnes. Ça, vous le voyez, vous l'entendez? Oui, véritablement. Ça peut se manifester comment? Dans une confiance dans l'avenir, même quand on ne sait pas comment se figurer l'avenir. Donc, dans des familles qui ont dû renoncer à avoir leur logement propre et retourner vivre chez leurs parents alors qu'ils sont tout à fait en âge d'être entièrement autonomes économiquement, il y a ce repli dans un ancien logement et chez des parents. Donc, une perte d'autonomie, une perte d'espoir, d'une certaine manière, mais pas un désespoir. C'est très curieux de voir ça, mais on voit vraiment ces deux choses coexister. Dans la situation désespérante, un espoir, mais sans se figurer exactement le lendemain. En janvier 2015, donc le parti de la gauche radicale Syriza avait remporté les élections législatives, donc avec le gouvernement Tsipras, qui a rejeté la politique d'austérité imposée par l'Europe. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça donne près de 3 ans plus tard? Là, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a eu, vous vous en souvenez probablement, à la fin du printemps ou au début de l'été 2015, un référendum en Grèce organisé par le gouvernement nouvellement établi. Et ce référendum était là pour cautionner une ligne politique qui finalement n'a pas été adoptée par le gouvernement. Et cela demeure un grand mystère pour pas mal de gens. Et pour moi aussi. Donc, comment d'un côté aller chercher un mandat pour accomplir un certain projet politique et par ailleurs accomplir exactement l'inverse. Il faut croire, me semble-t-il, qu'il y a une perte d'autonomie politique d'une certaine manière de la Grèce et que beaucoup de leviers ne sont plus en Grèce au niveau de la vie économique et des prises de décision politiques. Et qu'elle se situe en Europe. Voilà, en tout cas chez ceux qui sont les créanciers on en avait parlé déjà dans de précédentes éditions du soutien de l'Église envers les personnes les plus touchées par la crise, soutien que ce soit du côté de l'Église orthodoxe, mais aussi de la petite Église catholique. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Est-ce que ça se poursuit? Ah oui, et plus que jamais. Oui. Alors, il faut savoir que l'Église, à l'occasion de la crise économique, a subi elle-même un véritable électrochoc. Bien sûr. L'Église orthodoxe également? Oui, véritablement. Et, de quel point de vue? Parce que c'est une Église qui a des moyens. En fait, elle a surtout, et ça c'est probablement sa plus grande richesse, elle a une structure ecclésiale, une structure diocésaine et paroissiale qui est particulièrement proche du peuple. Et on peut dire qu'elle a commencé à suppléer, et qu'elle supplée toujours aujourd'hui, à beaucoup de manquements de l'État, notamment en matière d'aide sociale. Et que ce soit vis-à-vis des personnes dans le besoin et qui étaient déjà en Grèce avant les vagues migratoires du Proche-Orient, tout comme aujourd'hui. En fait, c'est une église qui organise quotidiennement la distribution de nourriture, la distribution de médicaments, la distribution de vêtements, qui gère l'accueil d'énormément de personnes, à commencer par beaucoup de Grecs qui, depuis la crise, se retrouvent véritablement sans le sou, mais aussi les migrants qui sont arrivés par milliers quotidiennement dans l'ensemble de la Grèce pendant toute cette année 2015-2016. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui passent par la Grèce. Alors, je dis bien qu'ils passent par la Grèce parce que quand on rencontre les migrants qui viennent, que ce soit des pays en guerre du Proche-Orient ou bien que ce soit de l'Afrique, ce sont des personnes qui n'ont pas comme ambition première de rester en Grèce. La Grèce leur sert plutôt de corridor vers le reste de l'Europe. Toujours à propos de l'Église et de l'aide qu'elle a pu apporter, il y a eu aussi des critiques sur le fait qu'on dit que c'est une Église qui a des biens fonciers très importants, qui ne paye peut-être pas autant d'impôts qu'elle le devrait. Il y avait quand même cette image qui n'était pas forcément très positive. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu quand même une forme de remise en question de l'Église? Est-ce qu'il y a eu des prises de parole fortes pour peut-être être... Je dirais que manifestement... Et ce qui est très frappant, c'est de voir que, de manière très générale, l'immense majorité des communautés chrétiennes en Grèce, que ce soit de la plus petite paroisse au grand archevêché d'Athènes, toutes se sont mobilisées pour l'accueil
de l'autre, du plus petit, vraiment à l'écoute de l'Évangile. Et on a même eu vraiment cette surprise de voir des personnes qui n'étaient pas nécessairement réputées pour leur ouverture théologique, par exemple, ou pour leur souplesse pastorale, être véritablement à la tête de ce mouvement de générosité. Et donc dans la plupart des diocèses, il faut savoir qu'en Grèce, les diocèses orthodoxes sont de taille relativement petite et permettent une grande proximité, en fait, dans le contact avec l'autre, que ce soit avec les étrangers comme avec la population. Et dans la plupart des diocèses qui étaient confrontés à l'arrivée quotidienne de migrants, eh bien, quelle que soit la couleur, entre guillemets, ou la tendance idéologico-politique des autorités locales de l'Église, la générosité et l'hospitalité se manifestaient de manière très importante. Alors le clergé, il est rémunéré par l'État. Est-ce que ça a donné lieu à des aménagements, peut-être, avec la crise ? Oui, on peut dire ça, parce qu'en fait, effectivement, le clergé est rémunéré par l'État, mais comme l'État est dans une situation économique particulière et qu'on ne renouvelle pas tous les postes de fonctionnaires, on ne renouvelle pas non plus tous les postes de prêtres qui partent à la retraite, par exemple. Et donc on a connu et on continue de voir une remise en question à la fois de la manière d'organiser la pastorale dans les diocèses et les paroisses. On voit par exemple l'ordination de certaines personnes qui n'abandonnent pas leur travail pour devenir diacre ou prêtre, et donc qui continuent à avoir un métier dans la société tout en étant en charge pastorale, chose qui doit être particulièrement lourde dans une société où vraiment l'Église occupe une place importante, et donc quand on est membre du clergé en Grèce, on est très occupé, encore plus qu'un prêtre orthodoxe en Europe occidentale, qui est quand même un prêtre d'église minoritaire, et donc n'a pas exactement la même masse de travail qu'un prêtre en Grèce, je crois. Et donc il y a eu cette remise en question à la fois sur les modes d'exercice du ministère pastoral, mais il y a eu aussi une remise en question par rapport à un certain clinquant dans l'apparence des membres du clergé, qui est souvent un peu brillante, disons, dans ses attributs cléricaux. Et on sent qu'il devient totalement indécent de se promener avec des choses particulièrement chères, même si ce n'est pas nécessairement très beau, mais des choses qui sont manifestement luxueuses, alors qu'on a des fidèles qui ne peuvent pas joindre les deux bouts à la fin du mois. D'accord, donc il y a eu un changement qu'on a pu observer du côté véritablement de l'Église, du clergé, des évêques. Oui, très nettement. Et une prise en considération à la fois de la crise économique et de ce vécu quotidien de la population en difficulté, mais aussi une prise en considération de cet appel du Seigneur à accueillir l'autre, quelle que soit son origine. Et là, on peut admirer aussi cette capacité d'accueil à la fois de ces fidèles et de leurs pasteurs en Grèce, qui ont accueilli des personnes indépendamment de leur nationalité, de leur religion, de leurs convictions, quelle que soit la partie du monde d'où ils venaient. Et vous l'évoquiez, donc cette question des migrants, de la crise migratoire, qui a aussi touché la Grèce, on l'a peut-être moins vue. Cette crise qui traverse bien sûr toute l'Europe. Alors depuis plusieurs années, la Grèce fait face à l'arrivée massive de réfugiés. Leurs conditions d'accueil sont parfois compliquées. Certains occupent d'anciens hôtels et écoles à Athènes. On regarde tout de suite cet extrait de documentaire. Le camp de réfugiés d'Éléonas, en bordure d'Athènes, a une capacité d'accueil de 700 personnes, dérisoire, comparée aux milliers de réfugiés qui débarquent chaque jour encore dans les îles de la mer Égée. Nourriture, vêtements, médicaments, les ONG qui les gèrent manquent de tout. La population des camps a doublé en quelques mois. Certains réfugiés ont passé jusqu'à 1 an dans des abris temporaires inadaptés aux conditions hivernales et dépourvus de chauffage et d'eau chaude. Et alors que les camps débordent, partout à travers la ville, des squats illégaux s'improvisent. Là, ça c'est le City Plaza, c'est le
un grand squat. Il y a 400 à 420 Syriens qui logent dans cet hôtel et qui sont plus ou moins accueillis par des Grecs, mais aussi des volontaires internationaux. C'est assez politisé. Il y a pas mal d'anarchistes, comme on dit, qui s'occupent de ce genre d'hôtel, mais aussi des Grecs généreux qui essaient d'apporter une aide pour le logement, pour la nourriture. Et la mairie d'Athènes, en fait, soutient plus ou moins, puisque l'électricité, l'eau n'est pas coupée. Tous ces gens seraient dans la rue s'ils n'étaient pas dans ce squat. Et il y a un autre squat un peu plus loin, un peu plus bas dans la rue à Carnone. On évalue à peu près à 5-6 000 personnes, les personnes dans Athènes qui sont en squat comme ça. C'était un bel hôtel, mais qui était arrêté à cause de la crise. Et puis, à un moment donné, la propriétaire était un peu d'accord pour que ça serve à des réfugiés. Puis plus tard, en fait, ça a été envahi et puis c'est parti comme ça, quoi. Depuis déjà plus de 6 mois maintenant. Il y a des lieux en faillite qui étaient fermés. D'autres étaient moins protégés. Et en fait, à un moment donné, ça débordait tellement qu'il a fallu, pour en tout cas certains courants, ont décidé d'utiliser les lieux et de les investir. Il y a plusieurs écoles comme ça qui ont été transformées en squats autogérés par les populations qui les habitent. Et voilà, c'était un extrait du documentaire Sur la rive, réalisé par Thibaut Ferrier, à voir prochainement sur notre antenne. Je voulais vous demander, Père, cette réalité des migrants, finalement, on a l'impression qu'elle a été occultée. On a parlé de la crise de la Grèce, mais finalement sans voir ce qui se passait aussi du côté des migrants. Et c'est aussi une situation qui est difficile en Grèce. Et qui est quotidienne, effectivement. Ouais. Il y a évidemment des régions qui sont particulièrement plus touchées que d'autres par cette problématique, mais forcément, pour tous les Grecs, la question des vagues migratoires a été une question quotidienne. Les habitants des îles de la mer Égée, proches de la Turquie, ont été confrontés quotidiennement, évidemment, à l'arrivée de personnes dans des circonstances de misère et de précarité innommable. Et je le sais par des témoignages de proches, il y a vraiment eu de la part de la population des sursauts, vraiment de générosité, d'hospitalité, en se disant on n'a rien, mais on va partager ce rien avec vous. On se souvient de la visite du pape François le 16 avril 2016 à Lesbos, cette île grecque, pour aller à la rencontre de réfugiés et interpeller la communauté internationale sur cette crise des migrants. Et il avait posé un geste fort puisqu'il était revenu à bord du vol papal avec 3 familles de réfugiés syriens, des familles musulmanes qui ont été prises en charge par la communauté Sant'Egidio à Rome. Plus largement, vous parlez de cette générosité des Grecs, c'est ce qu'on appelle, je crois, la philoxénia, hospitalité grecque vis-à-vis des étrangers, très ancienne. Dites-nous aussi, on a vu ces dernières années quand même une montée de l'extrême droite en Grèce. Comment cette question des migrants a traversé la société grecque? Il y a eu des tentations de repli? Évidemment, comme dans toutes les sociétés, en fait, je vous dirais. Je pense que très nettement, la philoxénie est beaucoup plus présente que la xénophobie. Cependant, bien entendu, l'altérité provoque toujours une certaine peur. En psychologie humaine, c'est assez connu. Et il y a aussi ce type de phénomène, c'est assez minoritaire, mais ça existe aussi en Grèce. Et je dirais que par rapport à cela, il y a certainement une remise en question beaucoup plus profonde qui doit s'opérer, non seulement en Grèce, mais je dirais dans la plupart des pays aujourd'hui, parce que nous sommes tous dans des pays traversés par des questions d'identité. La question de ce qui fait l'identité d'un peuple ou d'un pays est quelque chose qui est très complexe. Et en Grèce, il est vrai qu'il y a certains courants de pensée, même dans l'Église, qui assimilent de manière extrêmement proche la foi et la nation grecque. Et ça, c'est un défi absolument actuel pour l'Église en Grèce, de parvenir à dépasser l'identité nationale et le nationalisme aussi, qui, dans l'Église orthodoxe, est assez présent. C'est une tendance qui existe. Est une tendance qui existe, absolument. Et à ce niveau, je préciserai que lors de la visite du pape d'avril 2016, étaient présents 2 primats de l'Église orthodoxe, le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée,
ainsi que l'archevêque d'Athènes. Et c'est l'archevêque d'Athènes qui est, si vous le voulez, un peu la puissance accueillante là-bas, puisqu'il est le primat de cette église autocéphale de Grèce. Mais je crois que c'est à son initiative qu'il a voulu qu'a été ouverte cette rencontre aussi au patriarche œcuménique, pour bien montrer que on dépasse les frontières de la nation, et ce n'est pas le primat de l'Église grecque qui accueille le pape, mais c'est véritablement dans une logique au-delà du national. Oui. D'accord. Vous parliez de cette question d'identité nationale, et parlez-nous un peu de ces liens Église-État, parce qu'on a bien l'impression que cette Église, elle a un rôle prédominant. Oui. On se rappelle des images de Tsipras qui avait rencontré les autorités orthodoxes au moment de son élection, donc c'était un passage obligé aussi. Alors Tsipras a posé un geste symbolique qui est assez intéressant. Je pense que c'était le premier à le faire. Il a décidé de ne pas prêter serment sur l'Évangile lors de sa prise de fonction comme Premier ministre. Mais il était quand même allé voir... il était quand même allé voir le... Oui, voilà. Bon, le dialogue entre les autorités de l'État et les institutions religieuses est quelque chose qui peut avoir lieu dans toute république, et même ici. Mais voilà, il est vrai qu'en Grèce, il y a un rôle prédominant de l'Église orthodoxe qui est en fait intimement lié à la sociologie, parce que sociologiquement, encore aujourd'hui, il y a une quantité énorme de la population qui se reconnaît dans l'Église orthodoxe. Ça se traduit par des modes de fréquentation ecclésiale tout à fait variables et diverses, mais en tout cas, si vous les interrogez, je pense que la majorité des Grecs tiennent beaucoup à cette identité chrétienne orthodoxe. Et il faut savoir aussi que l'Église a eu un rôle dans l'histoire grecque des temps modernes particulièrement important. Un rôle presque d'initiateur du réveil national. Et le nationalisme est le revers de la médaille, justement, puisque d'un côté, l'Église a maintenu une certaine liberté intérieure du peuple grec en perpétuant l'éducation, en garantissant aussi la transmission de la foi, et donc vraiment des possibilités d'émancipation du peuple grec qui, au XIXe siècle, ont mené à un réveil national qui, parfois, chez certains extrémistes, mais ils sont heureusement minoritaires, se traduit par du nationalisme, et non pas seulement par un attachement à la culture et à la tradition du peuple grec. Est-ce que, selon vous, ces liens Église-État devraient être un peu modifié aujourd'hui? Ça devrait prendre quelle forme, en fait, pour trouver un équilibre plus Je ne crois pas qu'on puisse parler de manière statique des relations Église-État. Donc, il me semble que, sérieusement, on ne peut jamais concevoir que c'est une situation qui ne bouge pas. Il faut toujours que ça bouge, et c'est normal parce que les sociétés évoluent. Et donc, en Grèce, les questions qui se posent aujourd'hui sont celles de la remise en cause d'un certain rôle de l'Église orthodoxe dans le débat public, mais parfois on voit de véritables dérives par rapport à cela. C'est-à-dire que on peut tout à fait concevoir que dans une société démocratique, on n'admette pas que les lois soient dictées à l'extérieur par une autorité étrangère au Parlement, mais on ne peut pas empêcher non plus les opinions religieuses de s'exprimer dans le débat public. Donc on a vraiment toute une culture, en fait, des relations Église-État à repenser en Grèce, et d'une certaine manière dans la plupart des sociétés aujourd'hui, puisqu'en fait on voit clairement que les questions religieuses, les questions de sens ont toute leur place dans le débat public. C'est de plus en plus reconnu, donc il est normal d'accorder de la place dans le débat public à ces expressions. Cela ne doit pas aller à l'encontre des valeurs démocratiques, bien entendu. Et là, il y a de la part et des autorités ecclésiastiques, il faut le dire, et de la part des autorités de l'État, des jeux qui s'apparentent plutôt à des bras de fer un peu politiciens. D'accord, donc il faudrait que ça évolue. Question rapidement en lien avec le dialogue écuménique. En juin 2016, l'île de Crète accueillait le concile panorthodoxe. On en avait parlé ici à Catéo, un événement historique qui était préparé depuis près d'un siècle. 10 églises orthodoxes y avaient participé. Voilà. Ça a donné quoi, un an et demi après là ? Il faut bien avouer que ça
ça n'a pas abouti à quelque chose qui a marqué les esprits suffisamment pour qu'on s'en souvienne même un an plus tard. Donc il y a beaucoup de gens qui ont oublié que ça a eu lieu, et il ne faut pas oublier qu'il y a des représentants d'églises orthodoxes très importantes qui n'ont pas accepté d'y participer. Donc c'est tout un débat, l'évaluation de ce concile. Alors, moi je fais partie de ceux qui se réjouissent que le concile ait eu lieu, et qu'il ait produit des textes qui sont des avancées, plutôt des textes conciliants. Voilà. Ils ne sont pas d'une valeur théologique absolument débordante, mais c'est quand même plutôt des avancées par rapport à l'absence de concile et à l'absence de possibilité de se réunir. Cependant, il faut avouer que ça a fait flop sur le plan du perçu par les fidèles, parce qu'ils sont très peu nombreux à savoir que le concile a eu lieu, et donc ils sont très peu nombreux aussi à voir un quelconque changement dans leur vie quotidienne par rapport à ce concile. Entendu. Merci beaucoup, Père Dalloisiot, d'être venu le temps de cette émission. Voilà, vous pouvez retrouver Église du Monde donc, sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. Au revoir.